Au meilleur hockey fan, alors on se retrouve encore une fois aujourd'hui pour un autre preview pour la saison 2021 et cette fois-ci on s'attaque aux Islanders de New York. Les Islanders de New York, c'est une équipe honnêtement qui est le fun à analyser parce que il y a beaucoup de choses à dire de cette organisation-là. Combien est-ce que sa mentalité a changé avec l'arrivée de ces deux grands leaders finalement qui ne sont pas sur la glace, soit Barry Trotz et Lou Lamoriello. Ces deux gars-là sont arrivés, je pense, en 2018, si je ne fais pas erreur. Ouais, c'est ça. Ils sont arrivés en 2018. Il y avait pour mission de faire de cette équipe-là une organisation qui allait retourner en séries éliminatoires, puis ils ont réussi. Moi, je m'en cache pas. In Barry Trotz, I trust. En gros, c'est que je crois beaucoup au leadership de ce coach-là. Je trouve qu'il y a une capacité de réunir les joueurs ensemble, de jouer un système de jeu défensif qui leur permet de remporter des matchs, même s'ils n'ont pas nécessairement les plus grandes vedettes de la ligue, ils réussissent à être performants quand même. Puis là, ce qu'ils ont réussi à faire, si je ne fais pas erreur, c'était... Ouais, c'est ça. C'était la première fois depuis 1994 que les Islanders de New York se rendaient en finale de conférence. Vous avez vu, si vous avez suivi les Islanders, vous avez vu une organisation en saison régulière qui avait commencé en feu. Il y avait une affaire comme genre, je pense que c'était 13 victoires. Alors, après 20 matchs, en début de saison, après 20 matchs, ils n'avaient que 4 défaites. Mais en échange de quoi? Ils avaient perdu 11 de leurs 13 derniers matchs de la saison régulière. Donc, on a vu une équipe qui a eu des up and down, qui a eu un style de jeu que je qualifierais même de différent en saison puis en série. En saison régulière, c'est une équipe qui était renommée pour jouer un jeu hermétique, voire même plate. En série, c'est une équipe qui a fait beaucoup de points, qui a été offensivement créative. Il y a eu un paquet de joueurs qui ont eu dans cette organisation-là, qui ont eu des bonnes séries sur un point de vue des statistiques offensives. Je pense, entre autres, à Josh Bailey, en 22 matchs en séries éliminatoires, 20 points. Brock Nelson, en 22 matchs en séries éliminatoires, 18 points. Matthew Barzal, en 22 matchs, 17 points. Beauvillier, 14 points en 22. Même Pajot, 11 points en 22. C'est tous des gars qui ont connu des bonnes séries. Fait que si tu regardes, là, Bailey, Nelson, Barzal, Beauvillier, Pajot. Fait que c'est tous des gars qui sont importants, à part peut-être Pajot qui n'est pas dans le top 6, mais c'est tous des gars qui sont super importants dans l'organisation, qui ont connu des bonnes stats offensives en séries éliminatoires, alors que pourtant c'est une équipe qui généralement n'est pas très forte en séries éliminatoires, pas en séries éliminatoires, mais en termes d'offensive. Donc franchement, ça a été impressionnant de voir les deux types d'identité. Les Islanders de New York, c'est une équipe qui a un bon coach, c'est une équipe que, j'aime pas son style conservateur, mais qui a un DG quand même qui a une bonne logique. Donc c'est une équipe qui a réussi à bâtir un style de jeu qui leur permet d'aller loin, d'être performant et qu'on va intégrer aussi des jeunes là-dedans. Donc il y a une rotation en termes de personnel qui se fait qui est super intéressante. Donc là, on a perdu entre autres Devin Tays qu'on a échangé, qui est un défenseur quand même important dans l'organisation. Mais en échange de quoi, tu as quand même un Sébastien Aho qui va peut-être pouvoir rentrer dans l'organisation. Tu as Noah Dobson qui va peut-être pouvoir jouer plus de matchs. Fait que, bref, c'est une belle équipe à analyser. De manière générale, c'est une belle équipe à analyser. Les Islanders de New York, l'année passée, c'est 35 victoires, 23 défaites, 10 défaites en prolongation pour un total de 80 points, ce qui leur a donné à égalité le 14e rang dans la RNH, toujours basé sur le pourcentage de victoires, et le 7e rang dans la conférence de l'Est, ce qui veut donc dire qu'ils faisaient les séries, même s'il n'y avait pas eu la structure bizarre liée à la COVID-19. Une moyenne de buts marqués par match de 2,82, ce qui leur donne le 23e rang dans la Ligue nationale sur un point de vue offensif. Comme je vous dis, c'était différent en série par contre. Ils ont découvert une nouvelle vie en termes d'attaque. Mais bon, le 23e rang en termes d'offensive, donc en moyenne de buts marqués. Une moyenne de buts encaissés de 2,84, le 6e rang à égalité dans la LNH. Donc, 23e attaque, puis égalité 6e défensive. T'sais, on voit le clash entre les deux. C'est sûr et certain que cette organisation-là peut s'attendre à des statistiques peut-être un petit peu plus élevées sur un point de vue offensif de la part de Matthew Barzal, qui n'est pas signé au moment de faire ma vidéo d'ailleurs, c'est la raison du astérix ici. Ça, il faut que ça se fasse. Il faut vraiment que ça se fasse parce que offensivement, c'est leur joyau. Donc, il faut qu'ils signent. Je ne sais pas comment ils vont s'arranger, mais il faut qu'ils signent. Alors, bref, c'est une organisation qui peut s'attendre à un petit peu plus de performance à part de Matthew Barzal, mais je pense surtout que ça va être des jeunes qu'on va réussir à intégrer qui pourraient amener une touche offensive plus importante. Dans le cas d'Anthony Beauvillier, il se développe bien. C'est intéressant ce qu'on voit de la part de Beauvillier. Donc, il peut être un bon marqueur lui aussi. Avantage numérique à 17,3%, c'est à égalité le 24e de la LNH, donc la difficulté à l'avantage numérique. 80,7, c'est médium, c'est ni mauvais ni bon, c'est à peu près milieu de classement pour ce qui est des avantages numériques.
Le meilleur buteur l'année passée aura été Brock Nelson avec 26 buts. Et d'ailleurs, Jordan Eberle a été limité à 58 matchs à cause d'une blessure. Mais c'est un gars qui pourrait challenger. Le meilleur en termes de points, le meilleur pointeur a été Matthew Barzal avec 60 points en 68 matchs. Une bonne saison pour lui. On peut s'attendre un peu plus de sa part, mais quand même une bonne saison de manière générale. Et le meilleur défenseur à caractère offensif a été Roman Polak avec 35 points plus 8. Dans le cas de Roman Polak, c'est un gars qui est habitué de jouer avec Adam Polish. Et Polish a été blessé presque la moitié de la saison. Ce qui a peut-être pas tant aidé. Mais en échange de quoi, il a quand même bien fait. Là. 35 points, 68 matchs, c'est quand même très bon dans son cas. Là, en termes d'espoir, c'est ridicule le nombre de jeunes qui peuvent faire partie de cette organisation-là dès l'année prochaine. Là, ils ont du bon potentiel qui est prêt là, à rentrer dans la LNH. Moi, je vous en ai retenu 4. Normalement, par les équipes, je vous en retiens 2 là, qui peuvent faire le saut LNH dès cette année. Là, j'en ai retenu 4. Dans le premier cas, c'est celui qui est le plus évident, Ilya Sorokin. Ilya Sorokin, 25 ans, choix de 3e ronde en 2014. C'est un gardien de but qui évoluait dans la KHL depuis, je ne sais pas trop, 5-6 ans peut-être. En tout cas, ça faisait plusieurs années qu'il jouait dans la KHL. Et c'est un gars qui, lors des 5 dernières saisons dans la KHL, a fait partie de l'équipe étoile de la Ligue. C'est un gars qui, lors des 5 dernières saisons, a maintenu une moyenne de buts accordés qui est soit égale ou inférieure à 1,61. Une efficacité qui est soit égale ou supérieure à 929. La KHL, c'est quand même un bon niveau au niveau hockey. Lui, il joue pour Moscou, ce qui des fois change un peu les statistiques parce que il y a quand même une certaine inéquité dans la KHL qui est assez importante. Il y a des équipes qui sont vraiment beaucoup plus puissantes que les autres. Là. Mais tu sais, il reste que c'est quand même un bon niveau, là, la KHL. Là. Et là, lui, il s'amène finalement en Amérique du Nord. On est content là, avec les Islanders. C'est pas pour rien. Hein? Thomas Greiss est parti. C'est pas un addon, c'est parce que Sorokin s'en vient. Puis on voulait avoir une place pour Sorokin dans la LNH, pas la Ligue américaine, dans la LNH dès cette année. Ce gars-là devrait théoriquement être l'auxiliaire parce que Varlamov a quand même très bien fait l'année passée. Donc, en tant que tel, au niveau des plans pour les Islanders, Sorokin devrait être son auxiliaire pour qu'on lui laisse le temps de bien se développer. Mais on veut y faire voir. Du jeu de la LNH dès cette année. Fait que c'est un gars qui va avoir des matchs dès cette année dans la LNH. Sorokin sera avec les Islanders, c'est certain. Dans le cas de Kiefer Bellows, c'est un ailier gauche de 22 ans, choix de première ronde en 2016. Dans son cas, à lui, c'est un gars qui a joué 8 matchs l'année passée dans la Ligue nationale, 3 points. Il a essentiellement joué dans la Ligue américaine. Dans la Ligue américaine, il y a eu 52 matchs, 22 buts, 9 passes, 31 points. C'est un gars qui montre une belle progression. C'est un gars à gros gabarit et qui s'en sert, donc il joue de manière très physique. Il a eu 10 buts de plus dans la Ligue américaine l'année passée que lors de sa dernière saison dans la Ligue américaine. Et ce, avec 21 matchs de moins de jouer. Fait que c'est un gars qui est un bon marqueur. C'est un gars qui est un bon buteur. Et ça, c'est quelque chose que les Islanders ont besoin. Fait que moi, je crois que ce gars-là pourrait faire le saut sur une base régulière dans la LNH dès cette année. Quand on l'a vu lors des 8 matchs, il a quand même bien fait. Alors, c'est un gars qu'on a beaucoup d'espoir en lui. On veut une équipe qui va marquer plus de buts. Je pense que lui peut faire partie de ce plan-là. Donc, d'après moi, il pourrait avoir des matchs dans la LNH dès cette année sur une base régulière. Par la suite, j'y étais avec Oliver Wallstrom, 20 ans. C'est un ailier droit, choix de première ronde en 2018. Dans son cas, lui, je suis un petit peu moins convaincu. Je sais qu'il y a beaucoup d'observateurs qui le voient déjà dans la NH, dans son cas à lui. Pour moi, je trouve que sa dernière saison dans la Ligue américaine a été comme so-so. 45 matchs, 10 buts, 12 passes, 22 points. Il a fait 5 points au championnat du monde junior, dans son cas à lui. Fait que, tu sais, c'est un gars qu'on fonde beaucoup d'espoir en lui. Moi, je crois qu'il y a encore des choses à apprendre, mais je vois qu'il y a beaucoup d'analystes qui le voient déjà dans la NH dès cette année. Fait que moi, je l'ai mis comme scratch, mais je ne... Si j'avais à parier, je pense que Kiefer Bellows a plus de chances d'être régulier dans la NH de cette année que Wallstrom. Mais ça se peut qu'on voit Wallstrom dans la NH de cette année. Et dans le cas ici de Sébastien Aho, bien entendu, le défenseur, je parle pas du joueur de centre des Hurricanes de Caroline. Sébastien Aho, c'est 24 ans, choix de 5e ronde en 2017, mais une belle progression dans son cas à lui. C'est un défenseur qui est un défenseur plus à caractère offensif. L'année passée, il jouait dans la Ligue américaine. Il a 49 matchs, 3 buts, 27 passes pour 30 points. Il a connu 2 bonnes saisons dans la Ligue américaine depuis qu'il est arrivé.
Il a joué un total de 22 matchs dans la Ligue nationale il y a de cela 2 ans. En 2017-2018, il avait joué 22 matchs dans la Ligue nationale. Donc, il a déjà l'expérience de la Ligue nationale un peu. Ça commence à faire longtemps, par exemple. Mais comme je vous dis, c'est un défenseur qu'on a pris le temps de développer avec les Islanders. Fait que, moi, d'après moi, il pourrait faire le saut dans la NH dès cette année. Il suffit qu'il y ait une blessure quelque part, puis ça se pourrait qu'il arrive. Fait que, bref, c'est un gars qu'on pourrait voir chez les Islanders dès cette année, Sebastian Aho. On l'a déjà vu, mais ça fait une couple d'années. Bon. Ça, c'est un alignement que je vous propose. Dans mon alignement que je vous propose, malheureusement, je suis obligé de mettre Matthew Barzal en astérix parce qu'il n'est toujours pas signé au moment où je fais ma vidéo. C'est la même chose pour Timachov. Il n'est toujours pas signé. Dans le cas de Timachov, son impact est peut-être un peu plus réduit sur l'équipe que peut être celle de Matthew Barzal. S'il advienne que Matthew Barzal n'est toujours pas signé, à ce moment-là, il y aurait un paquet de mouvements qui devraient être faits. Brock Nelson serait le centre numéro 1 de l'organisation. Mais dans le cas présent, je pars avec l'optique très optimiste que Barzal va être signé pour le début de la saison. Bon, ok. Alors, bien entendu, la première ligne serait la première ligne qu'on connaît déjà des Islanders, soit Anders Lee, 43 points en 68 matchs l'année passée. Matthew Barzal, 60 points en 68 matchs l'année passée. Et Jordan Eberle, 40 points en 58 matchs l'année passée. Si Eberle n'avait pas été blessé, c'est sûr que ses statistiques offensives auraient été plus intéressantes que ça. Mais de manière générale, c'est une première ligne qui est une première ligne qui a quand même du sens. C'est une bonne première ligne qui est capable de faire des points. On peut s'attendre à un petit peu plus sur un point de vue offensif de Matthew Barzal, mais qu'il soit signé. Par la suite, en termes de deuxième ligne, j'y étais avec... Ces trois gars qui, si je ne fais pas erreur, se connaissent. Là. Ils jouent déjà ensemble, je crois. Alors, j'y étais avec Anthony Beauvillier, 39 points en 68 matchs. Dans son cas, lui, la progression elle prend un peu de temps, mais il va dans le bon sens. C'est un gars que, tu sais, comme là, 40 points en 68 matchs, ben, pratiquement 40 points en 68 matchs. On voit que c'est un gars qui est top 6. Donc, tu sais, c'est un gars qui mérite amplement sa place sur le top 6. Even though que Bellows est un gars qui peut marquer, je mettrais quand même Beauvillier comme étant mon deuxième ailier gauche. Nelson, 54 points l'année passée en 68 matchs et Josh Bailey, 43 points en 68 matchs. Ça donne une belle équilibre. C'est une production offensive qui est intéressante dans leur cas à eux autres. Alors, moi, je trouve qu'en termes de top 6, j'ai un très beau top 6 ici. Puis en termes de ligne de centre, j'ai une très belle ligne de centre parce que franchement, Barzal, Nelson, Pajot, ça te fait une ligne de centre qui a bien du sens. Dans le cas de Barzal, c'est un gars qui est plus offensif, certes. Nelson est capable de jouer un peu plus physique, mais quand même offensif. Pajot, c'est un gars défensif qui est capable de faire des points. Tu as une excellente ligne de centre ici. Tu as un bon top 6. Puis tu as des bons défenseurs. Pour moi, c'est une équipe qui est bien balancée. Je la trouve très intéressante et comme je vous dis, elle est fun à analyser. En termes de troisième allié gauche, j'y vais avec Bellows. Dans le cas de Kiefer Bellows, c'est 3 points l'année passée en 8 matchs, mais comme je vous ai dit, il a joué majoritairement dans la Ligue américaine. 52 matchs, 31 points. C'est un gars qui se développe bien, qui a un caractère offensif très intéressant. Il peut marquer des buts et c'est ce qu'on aimerait avoir avec les Islanders. Donc c'est la raison pour laquelle moi je le fais jouer sur mon troisième trio et que je le fais jouer avec Pajot et Komarov. Komarov, c'est un gars physique. Oui, j'ai défait la quatrième ligne qui frappe tout le monde. Parce que normalement, on aurait dû avoir Cézekis, Kolobok, Komarov pour frapper tout le monde. Komarov, il peut jouer à toutes les positions, ok? Fait que moi, je l'utilise sur mon troisième trio, comme ça. On a quand même Paro pas gros, là. Je veux bien qu'il y a du cœur, mais il est pas gros. Fait qu'on a quelqu'un qui peut frapper pour ces gars-là. Lui étant plus jeune, lui étant pas gros. Fait que je pense que ça peut être intéressant d'avoir un gars comme Komarov qui jouerait avec Bellows et Pajot. Dans le cas de Pajot, 42 points, 67 matchs l'année passée, une bonne saison, honnêtement. Puis il a connu des bonnes séries éliminatoires. Fait que c'est un gars que Barry Trotz, c'est clair qu'il l'aime. Ça, il n'y a pas de question à se poser là-dessus. C'est le genre de joueur qui aime bien. Fait que bref, c'est un homme de confiance. Notre ligne de centre ici est une ligne de confiance pour Barry Trotz. Et Komarov que je mets à l'aile gauche, 14 points en 48 matchs l'année passée. C'est un gars qui est peut-être plus costaud, mais il est capable d'aller dans les zones payantes. Il n'a pas des mains exceptionnelles, mais il peut provoquer des choses quand même avec son jeu physique. Donc, je pense que c'est un gars qui pourrait être intéressant. Avec un gars comme Pajot et Bellows, ben à ce moment-là, peut-être qu'il y aurait un petit peu plus de stats offensives. Mais il ne faut pas s'attendre à un joueur qui est très offensif dans son cas. Dans le call que je mets ici sur mon troisième trio, 10 points en 53 matchs l'année passée. Pour moi, il n'y avait rien d'exceptionnel là-dedans. J'ai vu beaucoup de gens qui aimaient ça le faire jouer plus haut. Moi, en tant que tel, je vois absolument rien d'impressionnant là-dedans. Et par la suite, j'y vais avec Cézekis et Clutterbuck qui se connaissent très bien. Ça fait des années qu'ils jouent ensemble. 14 points en 48 matchs pour Cézekis. Clutterbuck, 7 points en 37 matchs. Mais ce qu'on attend de ces gars-là, c'est de frapper fort puis ils font. Alors, ça, avec Komarov, c'était une ligne qui est très, très, très dérangeante. En termes de scratch, j'y vais avec Holmstrom, que je vous ai déjà parlé. Johnson, Andrew Ladd, l'homme qui coûte une fortune, puis qui, Colin, il donne à rien. Il a joué genre 4 matchs l'année passée, je pense, en saison régulière, mais en séries éliminatoires, ils l'ont utilisé un match. Il gagne comme 5,4 millions, je pense que c'est 5,5 millions. Là. Avec ce gars-là,
ça a été tristement une erreur de la part des Islanders de signer, mais bon, il fait partie de l'organisation. Timachev qui est toujours pas signé. Et Sarnik, que je sais pas trop, il vient de Calgary, je le connais pas vraiment, que je mets comme scratch. En termes de défenseurs, ben là, écoutez, en termes de défenseurs, le top 4 reste inchangé, c'est ça et c'est ça. Pavelec, lui, il a manqué la moitié de la saison l'année passée, mais c'est sûr qu'il va revenir à Cronin Pollock. Je pense pas qu'il y ait de questions à se poser là-dessus. Pavelec, l'année passée, c'est 9 points en 38 matchs, un défenseur plus à caractère défensif. Roman Pollock, 35 points en 68 matchs. C'est un défenseur qui est capable de faire les deux bien, offensivement et défensivement. Nick Leddy, un défenseur qui a beaucoup d'expérience, 21 points en 60 matchs l'année passée, qui revient avec Scott Mayfield, le géant Scott Mayfield. 13 points en 67 matchs. C'est pas le gars le plus mobile, mais quand même, il patine bien pour la grosseur qu'il a. Et c'est un gars surtout défensif, bien entendu. Leddy est capable d'être un peu plus offensif. Dans le cas de Thomas Hickey, lui, il jouait l'année passée dans la Ligue américaine. Dans son cas, lui, il a été blessé l'année passée. Probablement qu'il aurait joué plus de matchs, d'après moi, dans la Ligue nationale, si il y avait eu l'espace d'eux. C'est un gars qui a quand même de l'expérience. L'année passée, dans la Ligue américaine, 14 matchs, 3 points. Mais il a déjà joué dans la Ligue nationale. Ça fait déjà plusieurs années qu'il joue dans la Ligue américaine pour les Islanders. C'est un gars qui, d'après moi, devrait là, avoir sa chance régulière dans la NH cette année. J'imagine. C'est ce que je propose, moi. Et par la suite, j'y vais avec Noah Dobson. Dans son cas, lui, c'est 7 points en 34 matchs dans la Ligue nationale l'année passée. Dobson, ça a été une situation particulière parce que c'est un prospect qui est intéressant pour les Islanders de New York. Puis, dans son cas, lui, il était trop jeune, il avait 19 ans, je pense qu'il était comme trop jeune pour aller dans la Ligue américaine. Il ne pouvait pas aller dans la Ligue américaine finalement. Il ne pouvait pas le rétrograder dans la Ligue américaine, il était obligé de le renvoyer junior. Les Islanders ont décidé, tu sais quoi, on va le garder scratch, mais il va participer à nos entraînements, on va le faire jouer de temps en temps, il donner de l'expérience à LNH, au lieu de le renvoyer junior où il n'y a plus rien à apprendre. Vu qu'on ne pouvait pas l'envoyer dans la Ligue américaine, on était obligé de le garder dans la Ligue nationale puis de le faire scratch. Et malheureusement, il a joué juste 34 matchs, mais ça lui a donné quand même une expérience avec les boys, donc il connaît la dynamique d'équipe, il connaît les gars avec qui il a passé toute l'année passée. Fait que bref, c'est un gars qu'on y a été d'une drôle de manière au niveau du développement, mais qui va peut-être apporter. Fait que bref, moi je le mets comme étant sur ma dernière paire ici et je pense qu'il va avoir toutes les chances d'être sur cette paire-là régulièrement dès cette année. Et par la suite, j'y vais avec Sébastien Aho que moi je mets scratch finalement. Mais si je fais pas erreur, je pense qu'il fait partie du taxi squad dans son cas à lui. En termes de gardien de but, ben là, Semyon Varlamov a connu une bonne saison l'année passée. Fait que c'est un gars d'expérience en plus. C'est lui qui va être le gardien de but partant. Il n'y a pas de question à vous poser là-dessus. En 45 matchs l'année passée, 2,62, 914. Il s'était partagé la tâche avec Thomas Greiss quand même en partie l'année passée. Qui devait avoir à peu près une vingtaine de matchs, je pense, Thomas Greiss. Les deux gardiens avaient bien fait. Là, on a décidé de laisser partir Greiss pour pouvoir faire un espace pour Sorokin. Fait que Varlamov va être encore le gardien de but partant. Ça, il n'y a aucune question à vous poser là-dessus. Sorokin va peut-être partager en tant que tel la tâche, mais il ne devrait pas être le partant. Varlamov étant un gardien de but qui est actuellement solide, c'est un gardien de but qui a de l'expérience et c'est un gardien de but qui est russe. Sorokin est russe. Donc, moi, je crois très honnêtement que on va prendre tout notre temps pour développer Sorokin. Puis Varlamov est encore bon. Donc, cette année, Varlamov va être le partant. Sorokin va être son auxiliaire. Ça va être un excellent coach pour Sorokin pour voir comment s'intégrer dans la LNH, comment réagir, comment ci, comment ça. Puis ils vont pouvoir se comprendre. Pas les deux sont russes, donc les origines culturelles puis la langue va peut-être aider à bien intégrer Sorokin. Et une chose qu'il faut mentionner, c'est que Komarov, qui lui-même parle russe, ça fait des années et des années et des années en tout cas, ça fait plusieurs années qu'il joue avec les Islanders de New York, donc il est pleinement intégré dans cette dynamique-là. Une chose qui est particulière à la région de la ville de New York, c'est qu'il semblerait que la communauté russe est quand même importante là-bas. Fait que les Russes, généralement, aiment bien être à New York. D'ailleurs, Panarin avait signé avec les Rangers en partie à cause de ça. Fait que, d'après moi, l'intégration de Sorokin va bien se passer parce qu'il y a Varlamov qui joue à la même position que lui, qui est russe également. Il y a Komarov qui ça fait plusieurs années qu'il est avec les Islanders puis qu'il peut très bien parler avec lui. C'est un gars qui a quand même un certain leadership dans son cas à lui. Fait que, bref, je pense que l'organisation fait bien les choses avec Sorokin. Avec Noah Dobson, je trouve ça un peu bizarre comment ils s'y ont pris, mais on va voir cette année s'il est régulier, si ça va rapporter ou non. Je trouve ça un peu étrange, comme je vous dis. Mais d'après moi, bon, je vais avoir confiance en Trust, mais dans le cas de Sorokin, je trouve qu'ils font super bien les choses. Alors Sorokin va être l'auxiliaire, lui, dans la KHL l'année passée, 40 matchs, 1.50, 935. C'est ridicule ces statistiques dans la KHL dans son cas, lui. Alors ça, c'est mon preview pour ce qui est des Islanders de New York. C'est une organisation qui devrait être quand même encore
performante. Je ne sais pas si ça va être dans le top de sa division. Eux autres, je ne me souviens même plus dans quelle division ils vont être d'ailleurs. J'ai un petit blanc à savoir dans quelle division qu'ils vont être, les Islanders de New York. Avec bien entendu les Rangers. C'est la division Est qu'elle s'appelle. Donc la division Est qui va regrouper les Bruins de Boston, les Sabres de Buffalo, les Devils de New Jersey, les Islanders, les Rangers, les Flyers, les Penguins et les Capitals. Peut-être une chance de série ou sinon se battre pour une place en série. C'est ce que je dirais pour les Islanders, mais honnêtement, ça devrait être encore une très belle équipe dès cette année. Fait que, une équipe qui risque d'être intéressante à suivre, les Islanders de New York. Alors, je vous dis un très très gros merci d'avoir regardé ma vidéo. Si vous l'avez aimé, on n'oublie pas, on fait un j'aime, on partage pour qu'on jase de hockey avec un maximum de gens possible, ça serait merveilleux. On s'abonne et on active la petite cloche. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit TikTok, Instagram ou Twitter. HockeyFans514, je serai présent. Activez la petite cloche, bien entendu, parce que d'autres previews viennent. Alors sur ce, merci d'avoir regardé ma vidéo et on se reparle prochainement.